censé donc aider les pays du sud de la Méditerranée à engager donc des politiques de formation continue. Donc non seulement une politique, mettre en place des plateformes, mettre en place des embryons de programmes. Donc, parce que donc ce qu'on représente donc ici par LLL, donc c'est l'apprentissage ou les études le long de la vie, ou bien formation continue, tout au début, chacun l'appelait à sa manière. Mais le plus important, c'était de développer une économie basée sur la connaissance avancée. Parmi les objectifs spécifiques, donc, faire des programmes, mettre en place des plateformes technologiques, développer l'association avec des entreprises, former des formateurs des pays du sud de la Méditerranée, et puis il y a deux volets, un volet assurance qualité et un volet où c'était censé mettre en place des formations, le volet, il fallait s'inscrire dans le cadre européen des ECTS. C'est le volet européen de qualification. Donc, il y a les partenaires. Donc, il y avait 3 partenaires donc, européens. L'Université de Séville comme pilote donc, du projet. L'Université de Laponie, donc en Finlande. L'Université Nova Lisboa de Lisbonne. Et puis, 3 pays du Maghreb. Donc Maroc, Algérie, Tunisie. Donc 2 universités par pays. Donc pour le Maroc, c'est Mohamed V et Abdelmalek Saadi. Pour l'Algérie, c'est Constantine et Tlemcen. Pour le Liban, donc 2 universités privées. Donc l'université Notre-Dame, donc c'est une université chrétienne, et l'université américaine de Beyrouth. En plus de ça, il y avait comme partenaire donc l'AUF et puis quelques associations. Donc 2 associations marocaines, donc une association d'étudiants, une association des étudiants en sciences économiques, plus l'association des femmes marocaines. Et enfin une association d'étudiants espagnols. Bon, je n'ai pas représenté tous les partenaires, parce que tous les pays, tous les ministères de l'enseignement et de l'éducation des pays du Sud étaient partenaires de ce projet. Malheureusement, je tiens tout de suite à faire la remarque, on ne les a vus qu'à l'avant-dernière séance, c'est-à-dire lors de la réunion qui a eu lieu en Tunisie. Ils étaient tout le temps absents. Bon. On a fait ça sans eux, mais on aurait bien aimé qu'ils soient là pour faire avancer un petit peu surtout les recommandations. Alors, il était structuré comme tous les projets donc, en work package. Donc, je passerai brièvement dessus. Donc, le 1, c'était pour faire un diagnostic de la formation continue dans les pays du Sud. Et donc, Constantine, dans ce cadre, a fait 2 rapports sur l'étude de la formation continue en Algérie. Et des études chiffrées que vous pouvez consulter sur le site du projet. Donc, pour le cadre méthodologique, nous avons défini donc, des formations. On avait, pour la formation dans le domaine du e-learning, on avait 2 modèles. Le modèle qui était le modèle français de l'AUF, et il y avait un modèle qu'on avait expérimenté, c'était le modèle COSMIL des Suisses. Et nous avons présenté notre propre modèle. Pour la partie 3, c'était les Marocains qui étaient en charge, donc ils ont produit un questionnaire que nous avons remis aux entreprises algériennes quand on a fait une réunion en 2015 donc, qui a regroupé les entreprises. Et on a essayé de présenter le LLL aux entreprises algériennes et aux décideurs algériens pour les sensibiliser. Le volet 4, les crédits et compétences, c'était l'université de Lisbonne. Malheureusement, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, tout le travail qui a été fait, bon, on n'a pas pu le mettre en application directement. Donc, pour l'exécution des projets pilotes, c'était l'université du Liban, donc qui devait mettre à exécution ce qui avait été fait par tous les autres. Et enfin, pour le volet 6 et 7, on nous dira également pourquoi tout à l'heure, malheureusement, les pays du Sud ne peuvent pas parler ensemble, il leur faut toujours un grand frère qui soit présent pour qu'ils puissent s'entendre. Encore une fois, c'est des problèmes parce que nous n'avons pas du tout. Les Libanais, ils ont des universités privées. En Algérie, il n'y a pas d'université privée. En Algérie, nous avons
Donc c'est uniquement l'État qui délivre des diplômes. Les autres, ils ne font que des formations qualifiantes, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc pour ça, nous n'avons pas pu nous entendre et faire quelque chose final de commun. Le 9, c'est le contrôle de la qualité. Et enfin, le 10, c'est la diffusion des résultats. J'ai mis en relief le Work Package 8 parce que c'était le Work Package qui était dévolu à l'Université de Constantine. Et je tiens à souligner tout de suite, sans jeter de fleurs à l'UMC, c'était le gros morceau. Parce que c'était dans ce cadre-là que nous devions former les gens qui devaient prendre en charge les futures structures. Alors, là, c'est un bref rappel, puisqu'il s'agit de formation continue. Donc, c'est juste un bref rappel de ce qui se fait en formation continue en Algérie. Donc, mis à part le volet 1, 2 ou 3, donc, à l'université, nous avons donc l'université de la formation continue et nous avons les universités standards qui font essentiellement de la postgraduation spécialisée ou bien des formations à la carte pour les entreprises. En formation continue, l'université algérienne, je ne parle pas de l'UFC, je parle des universités standards, c'est considéré comme étant une activité marginale. Donc, ce que fait l'université algérienne, c'est uniquement faire une prestation de service pour des groupes cibles. Il n'y a pas de politique de formation continue à l'université algérienne. Ceci est aussi valable pour tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il n'y a aucune définition du lifelong learning, c'est-à-dire la formation tout le long de la vie. Donc c'est ce qui a constitué un véritable défi pour essayer d'aborder un petit peu les questions où il fallait établir un cadre commun. Et c'est là que, justement, les responsables du si je parle de l'université de Constantine, en matière de formation continue et de e-learning, nous avons donc une cellule de formation continue qui assure des formations à la carte pour les collectivités locales, c'est à la demande. Nous avons une cellule de téléenseignement qui fait de la formation continue pour les enseignants, qui les forment dans le domaine du e-learning. Et nous avons également le campus numérique francophone qui prend les charges des formations dans le domaine numérique. Là, c'est plus ouvert. C'est pour les enseignants, les doctorants et les étudiants. Maintenant, si on parle d'éducation permanente, c'est-à-dire d'éducation continue, ça c'est les conclusions de la rencontre qu'on a eue à Constantine. Il faut absolument, pour que ça marche, qu'il y ait une prise en charge réelle, une implication des autorités gouvernementales. L'implication des établissements, c'est-à-dire la volonté politique des recteurs. Il faut que les étudiants se sentent concernés, que les employeurs veuillent bien mettre la main à la pâte, parce que ce qui les intéresse, c'est uniquement ce qui permet de retomber, c'est normal, sur leurs sous. Alors, donc, dans le cadre juridique, pour la formation continue, il y a différentes formations. Donc, il y a l'adaptation professionnelle, le développement de carrière, la reconversion professionnelle. Moi, je parlais que de la formation continue. Si on regarde la définition, quel est l'objectif d'une formation continue? C'est de consolider les connaissances et les compétences pour pouvoir s'adapter aux éventuelles évolutions technologiques. Et puis, le deuxième volet, si quelqu'un veut changer, donc avoir pratiqué de nouvelles tâches, ou bien avoir une promotion sociale, il peut engager une formation continue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle? Tout est centré sur le mot LLL. C'est un processus de formation continue. C'est toute activité d'apprentissage, mais ce qui est important, c'est tout au long de la vie. Dans le but, d'une part, d'améliorer les connaissances et les aptitudes, et le deuxième volet, c'est un volet social. Donc, si je résume le LLL en deux phrases, premièrement, il y a un élargissement de la participation par rapport aux formations standards à l'université où c'est une population bien ciblée, par rapport aux formations continues qui sont dispensées dans les entreprises. Et le deuxième élément, c'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie. Ce n'est pas un apprentissage ponctuel. Donc il y a une double dimension. D'une part, elle est intemporelle, et d'autre part, c'est une dimension spatiale. Bien sûr, la finalité globale de la formation continue, donc le LLL, c'est une cohésion sociale et d'améliorer l'employabilité. Là, j'insiste sur ce point-là, c'est de faire, parce qu'on fait toujours la confusion entre les deux. Il y a une différence fondamentale entre le concept qui est généralement adopté pour la formation continue et le concept de LLL.
pour parler de formation continue, il faut avoir un emploi. Il faut être déjà en place. Donc, ça, en Algérie, c'est institué par la loi. Tout employeur est tenu d'assurer une formation continue pour ses employés. Mais le LLM, ou formation permanente, donc il n'y a pas de relation directe avec un employeur. Donc c'est dilué. Donc son organisation, donc pour pouvoir la pratiquer, on est obligé d'utiliser les nouvelles technologies et principalement le e-learning pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Donc il faut absolument faire la différence entre ces deux concepts. Et, je dis tout de suite au passage, ce concept de LLM n'existe dans aucun des pays du sud de la Méditerranée. Donc, parmi les 4 pays participants, Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, ce concept n'existe pas. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on essaie de mettre en place. Alors, je n'insisterai pas pourquoi faire du e-learning. Vous pouvez avoir ma présentation. Il y a une diversité de raisons pour lesquelles on peut utiliser du e-learning dans la formation. Il n'y a que revenir en arrière. Il y a 2 semaines cela, il y avait de la neige, les routes étaient coupées, personne ne pouvait se déplacer. Le e-learning, c'est la solution miracle. C'est la panacée. Donc il y a énormément de raisons. Je passe là-dessus. Pourquoi faire du e-learning? Pour moi, ce n'est pas une question à poser, elle devient évidente. C'est plutôt comment faire pour que le e-learning soit au service du développement des compétences. Comment le e-learning va-t-il nous aider à développer les compétences? Alors, je passerai sur cette décision. Je vais utiliser la définition du e-learning de la Commission européenne. Pourquoi on met en place? Donc, c'est utiliser des nouvelles technologies, de l'Internet et aussi des multimédias pour améliorer la qualité de l'apprentissage, faciliter l'accès aux ressources et aux services et faire de la collaboration. Donc, on retrouve un but principal qui est la qualité. Les moyens qui sont utilisés sont multiples. Donc, on peut accéder à des ressources, on peut accéder à des services et, chose très très importante, c'est l'aspect collaboratif. On peut faire de la collaboration à distance, on n'est pas obligé d'être dans la même salle. Alors, maintenant, pour le e-learning, pour le mode de diffusion, donc on peut utiliser différents modes. Le mode asynchrone, c'est classique. On utilise bien sûr un LMS, donc on est tout seul à la maison, on se connecte quand on a envie, c'est très important, quand on a envie, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et de n'importe où. Le mode synchrone, c'est un petit peu différent, sauf que on est limité dans le temps. On accède à la salle virtuelle pour suivre des cours. Nous, on privilégie plutôt le blended learning, qui est un mélange des deux. Alors, dans tous les cas, il faut absolument, pour le faire, utiliser une plateforme de téléenseignement, qu'on appelle, bien sûr, un Learning Management System. Alors, ce LMS ou plateforme, donc, que dans le cadre du projet qui devait s'implanter dans tous les pays, ok, pour ceux qui en avaient, tant mieux, mais la grande majorité n'avait pas de plateforme de téléenseignement. Le seul qui avait une plateforme, c'était l'Algérie. Les Tanzaniens avaient une plateforme qui n'était pas utilisée pour faire du téléenseignement, ils faisaient du téléchargement. Les autres pays n'avaient pas encore de plateforme de téléenseignement. Alors, ce qui est important de cette plateforme, elle doit offrir des services, un contrôle d'accès, des outils de communication, donc les outils du Web 2.0, faire de l'administration et de la gestion, et surtout, chose très importante, héberger un contenu pédagogique, et j'insiste sur le mot activité. Nous faisons souvent la confusion entre e-learning et Internet. Pour le commun des mortels, faire de e-learning, c'est de déposer des fichiers PDF sur une plateforme. Ce n'est pas faire du e-learning. Pour qu'on parle de e-learning, il faut que ça devienne actif. Il faut qu'il y ait des activités pédagogiques à l'intérieur du cours. C'est à ce moment-là qu'on va parler de e-learning. Alors, les principaux acteurs, je passe brièvement dessus. Le responsable pédagogique, le concepteur, c'est ce qu'on appelle communément le chargé de cours, le tuteur, c'est ce qu'on appelle communément le chargé de TD, et puis, la terminologie change, on ne parle plus d'étudiants, on parle d'apprenants. Ok? En Algérie, principalement dans la région Est, nous avons expérimenté 4 plateformes. Donc Moodle, Dokeos, Ganesha et Université. Université, c'était l'accolade de l'Université de Strasbourg. Ganesha a été surtout utilisé par les médecins.
Dokeos par les gens de l'être humain, de sciences humaines, la BISCRA notamment, et Moodle par tout le monde. Nous avons privilégié la plateforme Moodle parce que c'est celle qui est utilisée dans la communauté des universitaires, donc on peut aller dire. Alors, le travail réalisé par Constantine. Alors, c'était le work package numéro 8. Donc, on va développer l'usage d'ITIS. Voilà les principaux résultats. Donc, il faut que tout le monde ait une plateforme. Il faut que les outils soient opérationnels et que tout le monde installe les équipements. Donc, voilà les activités que nous avons réalisées. Donc, on avait un rôle de coordinateur. On devait élaborer les outils, la méthodologie technique. Ça, c'était Constantine qui devait le faire. Et puis, proposer des pratiques. Les délivrables, c'est-à-dire au concret, il fallait faire une formation à tout le personnel. Donc, quand je dis personnel, c'est-à-dire que c'était les enseignants qui représentaient les différentes universités, qu'ils aient une plateforme, qu'ils puissent développer les outils et qu'ils installent leurs équipements. Pour la formation des formateurs, donc, on a mis en place deux formes. Premièrement, d'abord une formation à distance, dont le programme a été établi en commun entre l'Université de Séville et Constantine. Une deuxième formation en présentiel qui a eu lieu à Constantine, où nous avons eu 7 des 10 universités, donc notamment le centre de formation permanente de l'Université de Séville. Tout ça, c'était des apprenants. Donc il y avait 2 personnes par université. Et le programme, c'était le programme établi par l'Université de Constantine. Après ça, ça s'est poursuivi à distance. Et enfin, on a mis à leur disposition un guide. Un guide pour qu'ils puissent lancer leur propre formation dans leur propre pays. Et on a créé des espaces sur la plateforme commune qui a été créée à l'Université de Séville. Donc les espaces ont été créés par Constantine. Et enfin, pendant qu'ils essayaient de travailler et de monter leur formation, l'Université de Constantine a assuré des visioconférences en permanence afin de les assister dans leur œuvre. Pour les conclusions, alors, ce qui a un peu gêné, donc là, je parle crûment, c'est l'hétérogénéité des partenaires. Nous n'étions pas tous au même niveau. Et puis, le LLL n'existait pas dans les pays du Sud. Donc, pour parler d'assurance qualité en LLL, ce n'était pas possible. Donc, on a orienté ça, assurance qualité en LLL. Ça, c'est le premier point. En plus, bien sûr, c'est une formidable expérience en relations humaines. En matière LLL, il n'y en a pas dans les pays de la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est dit, on va former les gens. Celui qui peut créer déjà, puisque j'ai dit que dans les autres pays, il n'y avait pas de structure de e-learning. Donc, il fallait qu'ils commencent par créer une structure de e-learning. Et on a formé les enseignants qui devaient démarrer. Deuxième chose, il fallait faire du lobbying, puisqu'en Algérie, il n'y a que l'État qui peut délivrer les diplômes. Et deuxième chose, c'est les diplômes qui sont faux. On n'est pas obligé de faire des diplômes universitaires. On peut arriver à Bac, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Seul l'État a le droit de faire ça. Et l'État ne reconnaissait pas, jusqu'à 2017, les diplômes délivrés dans le cadre du e-learning. Donc forcément, dans le cadre du LLL, c'était juste des formations qualifiantes. Donc il faut faire un forcing pour qu'il y ait un dispositif basé sur les compétences et qui soit reconnu. Mais, je dis bien mais, il faut aussi, au niveau des entreprises, faire changer les choses, faire bouger les mentalités pour que les gens adoptent le principe de la formation tout le long de la vie. Il faut aussi que ça devienne une mission de l'université. Alors, au niveau retombées directes, qu'est-ce qui est concrètement à la fin du projet? Le projet, encore une fois, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le projet s'est clôturé, il devait se clôturer en octobre 2016, il y a eu une prolongation de 6 mois, il a été clôturé, la réunion officielle, elle a eu lieu à Rabat en mars 2016. 2016. Donc mars 2016. 2016. Ça devait être octobre 2015 et c'est clôturé en mars 2016. Donc, qu'est-ce que ça a ramené à l'Université de Constantine, concrètement? Donc, à la suite de ça, on a mis en place une nouvelle architecture pour les plateformes de téléenseignement. Deuxième chose, grâce au lobbying de tous les membres, pas uniquement de Constantine, le ministère a accepté pour la première fois cette année de lancer un master à distance. C'est-à-dire, la loi algérienne va reconnaître les masters qui sont faits à distance.
et pas uniquement les masters présentiels. Et donc nous, ça nous a apporté un plus, donc on se battait pour ça depuis 2012, donc c'est une bonne chose, on a pu s'adapter. Constantine, elle a mis en place, elle a été choisie comme, parmi les 8 comme plateforme expérimentale, donc une spécialité, un master en droit en administration locale. En matière de formation permanente, donc nous avons essayé de faire encore une fois de la sensibilisation, donc c'est une mission qui continue. L'Université de Constantine continue à poursuivre ses efforts. Et pour ça, je dois tirer chapeau à M. le recteur qui a continué à pousser dans ce sens. Et l'une des choses la plus importante, c'est la création d'un centre de formation permanente à l'Université de Constantine. Donc, dans le cadre du projet, nous avons reçu des équipements au même titre que les autres pays. Au lieu de l'utiliser pour faire du e-learning, comme nous avions déjà du matériel pour le e-learning, on va l'utiliser pour faire de la formation permanente. Donc il y a un centre qui va démarrer incessamment. Tout le matériel existe, il nous manque juste un serveur. C'est une salle qui fait 17 postes.